Je sens toujours son parfum sur l'oreiller, même après tant de mois. C'est une odeur douce amère de lavande et de nostalgie, un rappel constant du vide qui a rempli chaque recoin de ma maison. Les murs, autrefois témoins de rires et de projets, résonnaient maintenant du silence pesant de ma solitude. J'essayais de combler le temps avec des tâches banales, mais l'horloge semblait conspirer contre moi, traînant au ralenti. Chaque minute était une éternité, chaque heure une montagne à gravir. C'est dans ce puits de désespoir qu'un ami, avec les meilleures intentions du monde, me suggéra le groupe de soutien. C'est juste pour parler, pour décharger un peu, dit-il, d'un ton de quelqu'un qui connaissait la douleur que je portais. J'hésitais, bien sûr. L'idée d'exposer ma douleur à un groupe d'inconnus me paraissait absurde. Je préférais me noyer dans mes propres chagrins, sans avoir besoin d'un public. Mais son insistance, mêlée à ma propre lassitude, finit par me convaincre. La première rencontre fut aussi étrange que je l'avais imaginé. Une pièce étouffante, des chaises inconfortables disposées en cercle et des regards chargés de tristesse. Certains pleuraient en silence, d'autres racontaient leur histoire d'une voix étranglée. Je me sentais comme un poisson hors de l'eau, un intrus dans une mer de souffrance étrangère. Je voulais me lever et m'enfuir, mais quelque chose me retint là, peut-être la curiosité de voir comment les gens géraient une souffrance si similaire à la mienne. Quand vint mon tour de parler, les mots ne sortirent tout simplement pas. La gorge se serra, les yeux s'embuèrent et un nœud se forma dans ma poitrine. Je pouvais sentir les regards curieux, certains compatissants, d'autres juste en attente. Mes doigts tambourinaient nerveusement sur ma cuisse, et je voulais juste que le sol s'ouvre et m'engloutisse. Le silence dans la pièce était presque palpable, et la gêne me rongeait de l'intérieur. Une voix douce brisa le silence, offrant une bouteille d'eau. C'était une femme, assise de l'autre côté du cercle. Ses yeux, bien que légèrement gonflés, transmettait un étrange calme. Elle ne me pressa pas, elle m'observa simplement avec une compréhension silencieuse qui me prit par surprise. Là, à ce moment-là, au milieu de ma propre tempête, je sentis un petit aperçu de soulagement, une brève pause dans la douleur qui me consumait. Elle semblait comprendre. Lors des rencontres suivantes, je commençais à m'ouvrir, petit à petit. Chaque mot était un poids en moins sur mes épaules, une petite fente de lumière au milieu de l'obscurité. Le groupe, auparavant un groupe d'étrangers, commença à ressembler à un refuge. Et elle, Elena, comme elle me le raconta lors d'une des rares conversations que nous eûmes dans le couloir, était toujours là, avec ce regard de compréhension qui me réchauffait l'âme. Elle parlait peu, mais ses mots étaient toujours chirurgicaux, remplis d'empathie et de sagesse. Je découvris qu'Elena était également en deuil, elle avait perdu sa sœur dans un accident. Sa douleur semblait aussi réelle que la mienne, et cela créa un lien invisible entre nous. Nous commençâmes à nous rencontrer avant ou après les réunions, prenant un café, échangeant des confidences sur la difficulté d'avancer. Nos conversations s'étendaient sur des heures, et pour la première fois depuis la mort de ma femme, je sentais que je n'étais pas seul. Elle comprenait mes silences, mes peurs et mes explosions de colère. Il n'y avait pas de jugement, juste une étreinte serrée ou un regard qui disait « je sais ce que c'est ». Sa présence était un baume pour mon âme blessée. Lentement, le brouillard de tristesse qui m'enveloppait commença à se dissiper, et je me surpris à sourire à nouveau, quelque chose que je pensais ne jamais arriver. Elena était la preuve que la vie pouvait, d'une certaine manière, recommencer. Les souvenirs de ma femme étaient encore douloureux, mais avec Elena, je parvenais à les affronter d'une manière différente. Elle m'aidait à voir que le deuil n'était pas la fin, mais une partie d'un nouveau commencement. Nous partagions des histoires, des larmes, finalement, des rires. Nos mains se touchaient de temps en temps, un léger contact, mais qui transmettait un courant électrique qui parcourait mon corps. Je réalisais que mes pensées, auparavant obsédées par l'absence, commençaient à se tourner vers sa présence. La douleur ne disparut pas, mais elle devint moins aiguë, moins suffocante. Petit à petit, la connexion née de la tragédie commença à s'épanouir en quelque chose de plus profond, quelque chose que je n'osais pas nommer, mais qui me remplissait d'une espérance presque oubliée. Elena devenait une partie essentielle de ma nouvelle, et encore fragile, réalité. Les rencontres du groupe de soutien devinrent juste un prétexte pour nous voir. Nous commençâmes à sortir dîner, à nous promener dans le parc, et même à regarder des films ensemble. Chaque rencontre était une découverte, un nouveau morceau du puzzle qu'était Elena. Elle était intelligente, drôle, et avait une façon de me faire sentir spécial, quelque chose que j'avais oublié ce que c'était. Ma maison, auparavant si vide, recevait maintenant la légèreté de sa présence. Le deuil était toujours là, une ombre lointaine, mais il ne me définissait plus. Je redécouvrais la joie de vivre, la joie de partager.
Elena m'a fait découvrir un monde qui semblait être en pause depuis si longtemps. Elle m'encourageait à reprendre mes loisirs, à retrouver des amis, à vivre à nouveau. Je me sentais comme si je me réveillais d'un long et douloureux sommeil, et elle en était responsable. Nos baisers étaient doux au début, puis plus intenses, remplis d'une tendresse qui me désarmait. C'était un amour qui naissait de la douleur, oui, mais qui semblait avoir la capacité de guérir. Je me sentais vulnérable, mais avec elle, la vulnérabilité était un point de connexion, pas de faiblesse. J'étais amoureux, quelque chose qui semblait impossible quelques mois auparavant, et j'étais prêt à me livrer. Je commençais à planifier un avenir avec elle, des rêves simples de voyage, d'après-midi sur le canapé, d'une vie à deux. Je ne pensais pas à remplacer ma femme, jamais, mais à construire quelque chose de nouveau, quelque chose avec Elena. Elle s'intégrait parfaitement dans ma vie, remplissant les espaces que la tristesse avait laissés. C'était comme si l'univers, dans son infinie sagesse, m'avait envoyé un ange. Je me souviens d'une nuit où elle dormit chez moi pour la première fois. Je me réveillais avant elle et je restais à l'observer dormir, avec un sourire niais sur le visage. La lumière du matin éclairait son visage serein, et je sentis une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. Il semblait que la vie, enfin, me donnait une seconde chance, une nouvelle aube, et j'étais prêt à l'embrasser avec Elena à mes côtés. La première fissure dans l'image parfaite d'Elena apparut de manière subtile, presque imperceptible. Nous parlions du groupe de soutien, et je mentionnais qu'elle ne parlait jamais de sa sœur avec la même intensité que moi de ma femme. Elle esquiva la conversation, changea rapidement de sujet, et moi, dans ma cécité d'amoureux, n'y prêtais pas beaucoup d'importance. Je pensais que c'était juste sa façon de gérer la douleur. Mais la graine du doute avait été plantée. Je commençais à remarquer de petites incohérences. Elle se contredisait parfois sur les détails de la mort de sa sœur, des dates qui ne collaient pas, des histoires qui semblaient légèrement altérées. J'essayais de rationaliser, pensant que le deuil peut brouiller la mémoire, mais une pointe de malaise commençait à grandir en moi, une voix chuchotant que quelque chose n'allait pas. Un jour, lors d'une conversation avec l'une des coordinatrices du groupe de soutien, quelque chose me frappa comme la foudre. Je demandai si la coordinatrice connaissait la sœur d'Elena, puisqu'elle semblait s'être si bien connectée. La réponse de la coordinatrice fut un regard confus et un « je ne me souviens pas qu'elle ait mentionné sa sœur, seulement qu'elle était là pour soutenir un ami ». Le sol sembla s'ouvrir sous mes pieds. À ce stade, les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler de manière terrible. L'absence de photos de sa sœur, la façon dont elle évitait le sujet, la façon dont elle plongeait dans ma douleur. Je commençais à faire des recherches, une quête frénétique et douloureuse qui me menait de plus en plus vers un abîme de désillusion. Je tapais son nom sur Google, et ce que je trouvais fut un choc. Il n'y avait aucun enregistrement d'une sœur décédée. Rien. Au lieu de cela, je trouvais des articles sur les touristes de la tragédie, des personnes qui fréquentent les groupes de soutien et les événements de deuil sans être véritablement en deuil. La description correspondait parfaitement à Elena. L'adrénaline qu'elle cherchait dans la douleur d'autrui, l'intensité des relations qui naissaient de la vulnérabilité. L'amour que je ressentais commença à se transformer en un nœud de colère et d'incrédulité. La rage bouillonnait en moi, un mélange amer de trahison et de stupidité. Comment avais-je pu être si aveugle ? Comment avais-je pu laisser mon cœur être trompé par quelqu'un qui se nourrissait de ma douleur ? Toutes ces démonstrations d'affection, les baisers, les promesses, tout semblait être une farce élaborée. Je revis chaque moment, chaque mot, et maintenant tout avait une nouvelle et terrible signification. Elle n'était pas en deuil, elle jouait un rôle. Pourtant, une partie de moi voulait nier, voulait croire qu'il y avait une erreur. Peut-être qu'elle avait une explication, peut-être que j'interprétais mal. Mais les preuves étaient accablantes, les pièces s'assemblaient de manière si douloureuse qu'il était impossible de les ignorer. L'amour que j'avais ressenti pour elle se transforma en poussière, en une cendre froide qui souillait tout ce en quoi j'avais cru. Je décidai de la confronter. J'avais besoin de réponses, j'avais besoin qu'elle me regarde dans les yeux et me dise pourquoi elle avait fait ça. Je voulais comprendre l'esprit de quelqu'un qui profitait de la vulnérabilité d'autrui pour nourrir ses propres démons. L'idée d'avoir été un jouet entre ses mains, une source de nourriture émotionnelle, me donnait la nausée. Je me sentais sale, utilisé. Je l'appelais, la voix tremblante, essayant de garder mon calme. Je lui demandais si elle pouvait venir chez moi, que j'avais besoin de parler de quelque chose d'important. Elle, avec sa voix douce et rassurante, dit qu'elle était en route. Chaque minute d'attente était une torture, une répétition mentale des mots que j'allais lui déverser. J'étais prêt à exploser, à libérer toute la fureur et la douleur qu'elle m'avait causée. Quand elle arriva, elle ressemblait à la même Elena,
avec ce sourire qui auparavant me captivait. Mes yeux, cependant, voyaient maintenant une impostrice, une prédatrice déguisée en ange. Ce que je ne savais pas, tandis que le nœud à la gorge m'empêchait de commencer à parler, c'est qu'elle avait déjà pris les devants. Ma maison, qui était devenue son refuge, avait déjà été méticuleusement fouillée pendant que j'étais aveuglé par la passion. Je commençai à parler, la voix étranglée par la rage et la douleur, mais je fus interrompu par le son insistant de mon portable. C'était mon voisin, d'une voix confuse, « Votre portail est ouvert » et j'ai vu une voiture partir en hâte. « Tout va bien chez vous ?» Mon cœur se glaça. Elena me regarda avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, un sourire froid et calculateur que je n'avais jamais vu auparavant. La vérité me frappa. Tandis que j'essayais encore de digérer l'information, elle prit son sac et se leva, sans dire un mot. Il n'y avait pas de remords dans son regard, juste une satisfaction maladive. Mes jambes flanchèrent, et je ne pus que la regarder s'éloigner. La porte se referma avec un claquement sec, et le silence qui suivit fut assourdissant, bien pire que n'importe quel silence que le deuil m'avait jamais imposé. Je courus à la chambre. Le tiroir où je gardais mes montres était vide. Mon portefeuille, que j'avais laissé sur la table du salon, avait disparu. Et la voiture, ma voiture, celle que j'utilisais pour aller au groupe de soutien, qui m'avait emmené à tant de rencontres avec elle, n'était plus dans le garage. Le choc fut si grand que je manquai d'air. Ce n'était pas seulement mon cœur qu'elle avait volé, c'était une partie de ma vie. Le vide qu'elle laissa n'était pas le même que celui de la mort de ma femme. C'était un vide froid, amer, rempli du sentiment d'avoir été un idiot, une cible facile. La douleur de la perte se mêlait à l'humiliation. Je m'étais permis d'être vulnérable, je m'étais permis d'aimer à nouveau, et j'avais été cruellement trahi. L'espoir qu'elle avait planté dans ma poitrine fut arraché avec violence, laissant une blessure ouverte. Maintenant, je suis de retour au point de départ, mais avec un bagage encore plus lourd. La confiance en moi et envers les autres est brisée. Le deuil de ma femme me fait encore mal, mais la blessure causée par Elena est une douleur différente, une douleur de déception et de colère. Mais une chose est certaine, je ne serai plus jamais la même personne. Et la prochaine fois que je chercherai un nouveau départ, je serai beaucoup plus prudent quant à qui je laisserai entrer dans mon monde.